Bien, ben, bonjour à tout le monde, bonjour à Vinciane Mailleux qui est avec nous, et puis à tous les fidèles, puis à ceux qui nous regardent aussi en différé et voire au ralenti pour avoir certains détails, puisque il y a beaucoup de gens qui sont excusés pour ce direct. Alors, deuxième masterclass et consécutive dédiée à Paul Mailleux que vous avez là à l'écran. Donc, en fait, c'est la première fois que je fais une une double présentation d'un même auteur, parce que, bien entendu, parce qu'il le mérite, mais je vous assure que c'est assez compliqué dans le sens où il faut se souvenir de ce qu'on a dit, de ce qu'on n'a pas dit, et voilà. Et donc, ça n'est pas désagréable de passer, j'ai passé 2 mois avec Paul Mailleux, ses écrits, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de documents. Et je tiens, avant de commencer vraiment le propos d'aujourd'hui, à remercier bien sûr Vinciane, Sylvain, son frère, à remercier Bruno Delmotte, mais aussi quelqu'un que j'ai cité le mois dernier, Jean-Luc Dubard, et quelques personnes de l'atelier de tournée, de l'atelier de Picard de tournée, mais en particulier Jean-Luc Dubard, qui m'a donné d'amples renseignements, des petits détails biographiques, bibliographiques, qui m'a transmis un texte qui avait été écrit donc pour les 50 ans d'écriture de Paul Maillot, donc pas à son décès, mais bien avant, et qui racontait sa vie. Et donc, grâce à Jean-Luc, et puis grâce aussi à quelques précisions apportées par Vinciane suite à mes premiers propos et élucubrations, je peux déjà vous préciser donc Carlos, quand c'est le pseudonyme de Paul Maillot, Carlos, eh bien, c'est le grand-père maternel de Paul Maillot. Donc voilà, je n'avais pas recherché la généalogie et donc je n'ai pas fait de rapprochement. Et puis quand il signe Pépère Henry, je vous avais dit que ça faisait peut-être référence à Géolibrec qui a aussi un grand-père Henri. Et bien, Pépère Henry, il a existé, c'est le grand-père de Carlos, donc c'est l'arrière-arrière-grand-père de Paul Maillot. Donc voilà, il y a un Pépère Henry dans les ascendants de Paul Maillot. Et donc c'est amusant de voir, oui, bien sûr, quand on écrit, quand on cherche un pseudonyme, c'est toujours un clin d'œil à quelqu'un qu'on a plus ou moins connu ou apprécié ou auquel on se réfère. Et donc, pour ce qui est des informations apportées par Jean-Luc Dubar, je vous l'ai cité la dernière fois, il était dans les fondateurs il reste d'ailleurs dans les fondateurs de la Scribande, et puis, donc au milieu des années 90, et puis antérieurement, il avait été embauché à la Maison de la Culture de Tournai comme objecteur de conscience, et c'est là qu'il a fait la connaissance de Paul Mailleux. Ils ont travaillé 20 mois ensemble, puisque c'était la durée du service civil en Belgique à cette époque-là, donc il y a une petite cinquantaine d'années. Et donc Jean-Luc, que je connais, que j'ai déjà rencontré, bon, entre Jean-Luc, on se salue, hein, c'est une obligation. Et donc il m'a fait savoir, et je l'avais oublié, mais que dans ses premiers écrits en picard, donc c'est en français, ses écrits de jeunesse de Paul Mailleux, il signait d'un autre pseudonyme bien connu et utilisé par beaucoup de personnes, qui est Ravachol. Donc il fait quand même référence à un 19e siècle anarchiste, si on peut dire. Et donc, l'information la plus intéressante qu'il m'a donnée, Jean-Luc Dubard, c'est que la rencontre avec Géolibrecht, que je n'ai pas pu situer précisément, du moins dans le temps, elle s'est passée donc lors des journées des écrivains belges. Ce sont des journées qui ont lieu une fois par an, écrivain, poète, donc dans tout style d'expression littéraire, donc en 1955. Et Paul Mailleux, je vous rappelle, hein, donc, il avait une 30 ans précisément à ce moment-là, donc Paul était assis à côté de Géo Librec, et donc les deux Tournaisiens côte à côte, et ils ont conversé, et Paul s'est étonné que la poésie, on est en 1955, hein, la poésie tournaisienne, la poésie patoise tournaisienne, euh, est assez, je vais dire, mièvre ou convenue ou rigolarde ou donc liée aux fêtes traditionnelles de Tournai, mais c'était un genre qui ne se renouvelait pas. Et il s'étonnait, et Géo Librec lui a répondu, ben,
il ne tient qu'à vous que d'en faire une qui se renouvelle. Voilà, et c'est comme ça que l'amour des mots de Paul Mayeux pour les mots picards, les mots latins, enfin, je ne vais pas refaire la conférence du mois dernier, et c'est arrivé vers une forme d'écriture qui débouchera, donc, on va le voir là, bientôt, tout de suite, au tournant des années 60-70, vers une poésie très particulière, très personnelle, et puis peut-être aussi pour Georg Brecht, au début des années 1960, de cette décennie-là, 61, 62, sur sa poésie à lui, qui va donner les livres que certains d'entre vous connaissent peut-être, comme Les Cloques ou L'accordéon. Donc c'est un... Et puis d'autres qui ont suivi. Donc c'est une rencontre qui a été décisive pour Paul Mayeux, mais qui l'a peut-être également été pour Géo Brecht. Et puis donc on finira en chanson. J'ai fait des corrections sur les fichiers son qui n'avaient pas fonctionné la dernière fois, donc on aura un cours de rattrapage à la fin. Et puis on va tout de suite va regarder. En fait, je vous ai préparé un document que je vais vous partager, que vous aurez, et qui est en fait issu des informations que Jean-Luc Dubard m'a passées. Euh, Vous avez des informations qui sont liées d'une part, et ça vous pourrez l'écouter sur le site, c'est un enregistrement MP4, sur de Marcel Dutoit. Marcel Dutoit est un ami de Paul Mayeux, décédé désormais, chanteur en français, qui a interprété entre autres du Paul Mayeux à la guitare. Le style de chanson, pour moi, je trouve que ça se rapproche beaucoup dans la même époque de Frédéric May, le chanteur franco-allemand. Frédéric May, c'est son nom français. C'est Reinhard May quand il chantait en allemand. Je trouve que ce style-là. Alors vous aurez donc le texte que Marcel Dutoit a écrit en 1993, vous voyez, il y a déjà une trentaine d'années, une bonne trentaine d'années, sur la poésie bilingue de Paul Mayeux. Et donc, cet enregistrement sous forme de PowerPoint a été réalisé par Jean-Luc Dubard. Il est disponible avec le QR code ou bien avec le lien sur le site. Et puis en dessous, comme hommage du toit, je vous ai mis un lien vers une compilation de ces chansons que vous pourrez écouter, qui sont uniquement des chansons en français, hein. Mais bon, élargir un petit peu le propos. Et en dessous, eh bien, vous avez donc la philosophie du bar. C'est donc Jean-Luc Dubard, hein, qui fait ses vidéos avec Eliane Gaïd. Et donc à deux, ils font soit en dialogue, soit en monologue, des maximes de Pépère-Henri. Je vous avais fait un petit montage là, le mois dernier avec des dessins de Serdου et puis le texte dit par Paul. Eh bien là, vous aurez le texte dit par Eliane Gaïd, donc il y en a quatre séries qui durent chacune un quart d'heure, 20 minutes à peu près, qui sont disponibles. Donc vous avez les quatre séries. Et puis là, vous avez un train. Alors ça, on va le regarder ensemble. C'est une interprétation publique. Et puis ensuite, vous avez deux lien vers un texte en français dit par Jean-Luc Dubert. C'est le même texte, une fois qui a été dit en public en 2023 au moment d'un concert de Noël avec beaucoup de ferveur, et puis une autre lecture plus littéraire qui est donc également disponible sur YouTube. Et enfin, en prolongement véritablement de ce que je vous raconte là, ça n'a pas de lien direct avec Paul Mayeux, mais un lien très indirect, c'est que la télévision locale de tournée Nos Télé, elle existe toujours. Elle avait commencé à exister donc au cœur de la décennie 70. Et donc, différents intervenants, dont Bruno Delmotte, et puis tous ceux qui sont cités ici, que je ne connais pas personnellement, à part Bruno, donnent des petites explications littérales, sémantiques autour de vocabulaire ou d'expressions picardes tournaisiennes, dans une rubrique donc sur nos télés qui s'appelle Nos parlages, et que vous pouvez retrouver en podcast, en fait, en rediffusion, en accès sur le site de nos télés. Donc vous aurez cette page en information. J'espère susciter toute votre curiosité.
Euh, les éléments biographiques que je viens de vous donner, les petits compléments, je les ai intégrés à la biographie du mois dernier. Donc, vous aurez à nouveau la même page avec le même titre. Donc, si vous prenez, c'est annule et remplace, hein, voilà. Et donc, c'est la dernière version qui est la plus fidèle aux informations. Et de la même manière que j'ai pu compléter un petit peu la bibliographie de Paul, quelques tout petits détails que j'ai pu ajouter. C'est le document que vous aviez eu à l'issue de la masterclass du mois dernier, que vous aurez exactement avec le même titre et avec les modifications en PDF. Alors, pour commencer avec la littérature de Paul Mayeux, généralité, euh, la littérature par laquelle on peut approcher Paul Mayeux est de la poésie. C'est de la poésie libre, c'est de la poésie très libre et très libérée également. Elle est libérée de certains carcans qui peuvent être la ponctuation, qui peuvent être les majuscules, qui peuvent être voilà, la forme classique d'une prosodie, qu'elle soit belge ou française, quand elle est de langue française, est quand même des traits communs. Et donc la poésie picarde de Paul, et sa poésie française aussi, mais je ne vais pas en faire beaucoup de cas ici. La poésie est très libérée. Paul utilise très peu la majuscule. Et je pourrais presque faire un jeu de mots en disant il utilise très peu la capitale. La capitale, puisque euh, une, euh, une réflexion qu'il m'avait faite lors d'une de nos rencontres m'avait dit il vaut mieux être le premier chez soi que le dernier à Paris ou à Bruxelles, à la capitale. Et donc, ça peut être une ligne de vie. Et dans sa biographie, vous aviez vu qu'il avait, avec Vonnie, sa femme, ils avaient fait des allers-retours, Bruxelles, le Tournaisie-Bruxelles, etc., quand même plusieurs fois, avec des déboires d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, au niveau de leurs activités professionnelles. Et donc, peut-être que la capitale ne c'était quelque chose qui pouvait ne pas le séduire, et puis que sa capitale à lui, c'était les clochers de Tournai, peut-être, c'est ça. Il y a eu d'autres aspects qu'on retrouve dans des lectures autour de Géolibrec, c'est que les Belges, non flamands, qui soient, on va dire, les Wallons, vu de France, ce sont tous des Wallons, mais bon, il y a beaucoup de nuances, ont une aversion pour la capitale à partir de la Deuxième Guerre mondiale, puisque la capitale en allemand, en langue allemande, représente donc des formes d'écriture sont vraiment des indicateurs de l'allemand, hein. Les substantifs ont une capitale, et donc par résistance ou par opposition, il y a une grande branche de la poésie belge qui n'utilise plus la capitale à partir de cette période des années tristes des années 30 et 40. Ça peut être aussi une autre explication. Je ne l'ai pas pour Paul Mayeux. Je vous dis des informations que j'ai pu glaner. La ponctuation, c'est une autre affaire. La ponctuation, c'est une autre affaire. C'est ce qui rend sa poésie à Paul, son vers très libre, bref, court, rythmé ou pas d'ailleurs, rimé ou peu rimé, mais avec beaucoup d'assonance, beaucoup de caractère dans les termes qu'il utilise, dans les petites lignes qu'il pose. Ça n'est pas une poésie spatialiste non plus, on n'est pas chez Pierre Garnier. On peut avoir des formes de poésie manuscrites, d'autres qui sont tapuscrites, d'autres qui sont imprimées. Je n'ai pas pu observer différentes versions de certains poèmes, voilà, de leur évolution, mais je peux avoir par contre plusieurs publications. C'est souvent présenté de manière assez analogue, même si la technique est différente, mais dans une poésie manuscrite, on pourra avoir dès les premiers écrits qui remontent aux années 70 et jusqu'au quasiment dernier, on peut avoir des choses qui s'enroulent, on peut avoir des formes, mais on n'est pas dans une poésie spatialiste comme Pierre Garnier à Amiens, où là, il va y avoir des lettres, des mots qui sont placés à tel ou tel endroit ou qui vont être répétés. On est plus proche d'Apollinaire, si je veux aussi simplifier à grands traits pour Paul Mayeux. Donc il y a plus une forme qui apparaît au lecteur ou à celui qui regarde simplement le texte avant même de le lire ou de l'écouter. Et puis donc pas de ponctuation, et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup
dérouté, je peux dire, puisque ben, ça commence où, ça s'arrête où. Alors, il va y avoir des interlignes qui vont être plus ou moins grands, mais pas si fréquemment que ça. Et puis, ben, des textes qui peuvent être ramassés. Et quand c'est sur une publication, les premières publications que j'ai de Paul remontent au début, fin des années 70-80, et bien quand on a quelque chose, alors forcément, on a toujours les mêmes problèmes, quelque chose comme ça, on s'y retrouve, je veux dire, visuellement, on s'y retrouve, bon, on voit bien il y a un rythme, mais quand on a plusieurs textes qui sont sur une même page, euh, comme ça, par exemple, voilà, ben, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir si c'est un seul texte ou deux textes ou trois ou quatre, parce que ça peut être comme ça. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, l'écoute de Paul, puis certains enregistrements qu'on va entendre, hein, permettent de voir que ben, quand il est dit, il y a un petit bout qui est pris, et ça, c'est un texte. Et puis, il y a un autre petit bout, c'est un deuxième texte. Et donc, c'est quelque chose qui fait... il y a une géographie du texte chez Paul Mailleux, sur le papier, qu'il rend à l'oral. Et c'est assez intéressant. Et c'est là où il y a des formes poétiques, des formes de l'imaginaire qui se développent chez l'auditeur ou chez le lecteur. Il n'est pas le seul à faire ça, mais je veux dire, il le fait. C'est lui dont je parle aujourd'hui, hein. Alors, un petit mot de Paul Mailleux que je vais vous lire avant d'en écouter, puis avant d'écouter donc l'interprétation d'un de ses textes. C'est peut-être la première phrase que j'ai lue de lui, puisque c'est un tapuscrit qu'il m'avait remis. C'était à l'époque des inédits. Être Picard. Je n'ai fonquette, je suis qu'un arrot ou voulu être. Voilà. Être Picard, ce n'est jamais un Fonk dans le Nord, en Belgique, ça n'est rien que, hein, ça n'est rien moins que, même. Être Picard, je n'ai Fonquette, je suis qu'un arrot ou vu être. Donc, tout ce qu'on aurait, arrot, c'est la diphtongue tournaisienne que je ne possède pas, que j'imite pitoyablement. Dû être, donc être Picard, c'est ce qu'on aurait toujours dû être. Donc, c'est une introduction à sa poésie. Paul Maillot n'a pas fait que de la poésie. Le mois dernier, je vous avais un petit peu parlé de son travail qui avait été organisé autour d'Ingvo devenu peintre, donc de la bande dessinée avec donc un travail pédagogique. Il a également produit du théâtre, on va en parler. Il a produit de la prose, on va tout de suite en parler, et donc avec des textes en prose. Le mois dernier, je vous avais fait un texte sur le français, l'anglais, le français et puis le picard qui se mélangeait, donc le français hexagonal, prétentieux, et puis le picard très concret. Donc voilà, il y avait ça, mais il y a des textes qui sont entièrement en picard. Et donc, on a un de ces textes les plus comiques, on va dire, les surprenants aussi, qui s'appelle Un train, qui est un texte que personnellement je dis très souvent en représentation. J'aime beaucoup le dire, il fonctionne très très bien. Et donc, je le dis avec mon picard, entre guillemets. Mais donc là, on va l'avoir en tournésien dit donc à Olin lors d'une foire, d'une artifoire. Alors, il faut que, donc en présence de Jean-Luc Dupart et puis d'Eliane, comme je disais tout à l'heure. Attention, hop, voilà. Donc là, je vais vous partager l'image et puis après, on regardera le texte parce que si je vous partage les deux en même temps, je n'y arriverai pas, hein. Mais je vais déjà essayer de faire ça, ça serait déjà formidable. Un train qui est d'aller d'Olin à du 55 à l'heure. Il raconte un baquet avalant à le passerelle de Bruyère. Si elle me dit qu'elle pleumait de le cinquier du train, il fait 82 mètres, et que le sillage du baquet est en forme d'un rectangle isocèle, que son hauteur y est perpendiculaire au plumé de le finquet, malgré qu'il vinquier de souffrance, il fait du si beau fort et égal 1 mètre et centimètre à l'âge, 1 an et un mieux du capitaine. Et si le robinet du l'évier des commodités du baquet, il coule 1 goutte, 7 à la seconde.
Mais, quel dit robinet, irnifiel, une goutte de sucre. Ici, elle gardait le train. Il est habillé à 642. Et quel marinière il fait un tour des cuisses. 91 tour des cuisses. En supposant, et je dis ben, en supposant, quelle corne du baquet est à fa dièse. Et le chufflot du train à si bémol. Et un savant, Fabin, qui de toute façon, un den à 12h15. Combien de fois, mais combien de fois que je devrais te dire, t'es pas mettre tes deux d'apnée quand je te parle. Voilà, donc vous pourrez, avec les liens que je vous ai décrits tout à l'heure, vous pourrez retourner voir l'intégralité de cette prestation publique, quoi. Donc c'est un texte qui est, je vais vous partager maintenant le texte par lui-même. Donc c'est vraiment le texte à dire, sans faire une mise en scène exagérée. Donc on part bien sûr d'un problème. Alors d'un problème style de ce qu'on appelait certificat d'études en France antérieurement. Je vous rappelle que le père de Paul Maillot aussi, hein, même nom, même prénom, était chef de gare, hein. Donc voilà, c'est pas directement un problème de baignoire, c'est directement un problème de train. Un train qui part d'Olin à 50 chonques à l'heure, il rencontre un baquet à Valan, donc un baquet qui vient de Laval, donc, à la passerelle de Bruyères, c'est tout près de Olin, voilà, c'est la passerelle de Bruyères. Et puis, si on dit que le plummet de le finquer, c'est la fumée, hein, finquer, c'est fumer, le verbe fumer, il fait 82 mètres, et que le sillage du baquet, donc de la péniche, hein, voilà, il est informé de rectangle isocèle, un rectangle isocèle, hein, voilà, faut quand même bien expliquer, enfin, faut appuyer sur les mots. La graphie n'est pas la mienne, hein, j'ai repris celle de Paul Maillot. Caisse-noteur, il est perpendiculaire, donc le sillage du bateau, sa hauteur est perpendiculaire au panache de la fumée, le plumé d'Elfinquet, malgré quel vin il est su France, donc c'est un vin de sud qui vient de France, qui fait du 6 Beaufort, donc un terme international, et égal à 1 mètre et centimètre à l'âge un an et un méo du capitaine. Donc voilà, là, on commence à croire qu'il y a eu des calculs à faire, et puis bon, on commence bien sûr à comprendre qu'il y a une volonté d'amalgame. Et si, donc voilà les suppositions, le robinet du l'évier des commodités du baquet, donc le l'évier, c'est l'évier, hein, Picard, c'est un l'évier, il coule une goutte, virgule 7 à la seconde, mais que le dit robinet, il renifle une goutte et dessus 4. Alors, vous avez entendu la chute, là, donc il y a déjà une histoire de renifler à ce moment-là, donc un peu la notion de nez qui goûte. Et si le garde de train il est habillé à 6-4-2, donc le garde barrière, hein, toujours un petit peu dans le métier du père, et quelle marinière, il fait du 91 Tour des Cuisses, donc 91, 91 pour les Français, Tour des Cuisses, en supposant que le corne du baquet, il est un fa dièse, et que le chufflot, le sifflet du train est un si bémol, un savant fin bain qui est de toutes les façons, indigne à 12h15, combien de fois qu'il faudra que je te dise, d'en pas mettre tes dos d'atnée quand je te parle. Voilà. Alors qu'il faudra que je te dise, hein, c'est vraiment une forme du subjonctif qui est assez propre au Hainaut. On a la même chose sur Valenciennes, sur Donat, hein, il faut que je te dise. Et c'est presque partout ailleurs que je te dis, qui me vient moi naturellement ou spontanément, mais donc qu'il faudra que je te dise. Voilà. Donc un train bien sûr, ça débouche sur un gag. Voilà. Donc ça fait partie de ces textes en prose. Alors il y en a plusieurs. Si on a le temps, je vous dirai Rosa la Rose à la fin, qui est. Non, mais j'en ai fier à rien d'avoir lu ce texte, c'est quelque chose. Donc, dans les textes à dire, par exemple, qui est une anthologie de textes, vous avez dans la bibliographie plusieurs textes comme ça en prose de Paul Maillot. Ce n'est pas l'essentiel en quantité de sa production, mais chacun de ces textes est succulent, hein. C'est toujours
Il a un plaisir de les relire, de les réécouter, de les retrouver. Euh, on va continuer avec le théâtre. Alors là, l'anecdote, c'est pour moi, quand de parler de notre rencontre en 82 avec Paul Maillot et Jean-Pierre Hennebeau. Euh, Ils étaient tous les deux assez costauds, particulièrement Jean-Pierre Hennebeau. Et on connaissait pas, je ne connaissais pas, puis les amis qui étaient là non plus, Jean-Pierre Hennebeau à ce moment-là. Et puis Paul me dit, avec lui, avec Jean-Pierre, ils étaient très liés. C'était pas exactement le même Picard, puisque si vous vous souvenez de la carte, si on met tourné au centre, euh, Olin, les villages de Paul Maillot sont soit la sortie est, sud-est de Tournai, et puis on va vers la France, vers le sud-est comme ça. Par contre, Jean-Pierre Hennebeau, lui, il est à Irine, c'est au nord de Tournai, alors, franchement au nord. Et alors, au nord, pas plus loin, hein, mais voilà. Donc il y a quand même la ville entre deux, donc c'est pas exactement les mêmes nuances. On a d'autres auteurs du nord, on a des petites nuances, des auteurs contemporains d'ailleurs qui sont parfois primés au prix de littérature de Picard, qui viennent d'Erin également. Donc il y a des petites nuances, mais ils avaient le même plaisir du mot et le même plaisir donc du théâtre. Et une pièce de théâtre que Paul avait produite, qui s'appelle, elle est là, voilà, il y a l'ondelle Rimbert du Scalio, voilà, c'est ça, donc hop, je vous l'approche, si le bazar il veut se mettre net un moment, des fois il veut, des fois il veut pas, on sait pas bien, on sait pas, je sais pas, on saura jamais le mystère. Donc, bon, ouais, donc on a, et pourtant mon visage est net, mais pas le truc, c'est incroyable, ça, je n'arrive pas à comprendre cet aspect technique. Ça me dépasse. Et donc, il y a long de la rambarde du Scalio, il y a loin de la rambarde d'un pont jusqu'à l'eau de la rivière qui coule en dessous. Il y a loin de la coupe aux lèvres, voilà, c'est ça. C'est une pièce de théâtre que Paul Maillot a écrite en picard tournésien à partir d'une pièce qui s'appelle Le Pont, qui est tout simplement Le Pont, hein, et qui est une pièce d'un auteur inconnu. Il y a actuellement une autre pièce qui circule sous le titre Le Pont, qui n'a rien à voir. Je fais des recherches sur Internet, on y a accès, ça n'a rien à voir euh, par rapport à cette traduction. C'est beaucoup plus contemporain, une écriture très contemporaine, enfin, qu'à moins de 30 ans. Là, on est sur des choses qui ont plus de 50 ans. Et donc, cette pièce, euh, qui est à la fois dans le domaine de l'absurde, mais qui est aussi dans le domaine de la psychologie des personnages, a été interprétée à la Maison de la Culture de Tournai. Et quand donc je rencontre Jean-Pierre Hennebeau avec Paul Maillot, il me dit, mais tu sais, avec celui-là, il me disait souvent ça en parlant de lui, avec lui, on a monté la pièce de théâtre et dit, alors le rideau s'ouvre et on est penché sur la rambarde du pont, mais il dit, de dos, les gens voient nos deux gros culs. Comme ça, et j'étais curieux, moi, j'ai pas vu la pièce, j'ai pas vu leur interprétation. Et donc, eh bien, Vinciane m'a transmis des photographies de certaines scènes de la pièce, et donc c'est avec un grand plaisir que je les ai découvertes et que je vais vous partager donc ben voilà une des images euh, voilà. Et donc là on a Paul et Jean-Pierre qui sont ici, voilà. Donc, je vous les mets comme ça, voilà, comme ça. Et donc, on a Paul et Jean-Pierre, et donc la pièce commence comme ça. Euh, on est déjà un petit peu dans l'absurde avec un tronc, voilà, et puis Jean-Pierre Hennebeau qui est à gauche, Paul Maillot qui est à droite. Et puis, on a un petit côté, souvent dans les mises en scène de En attendant Godot, de Beckett, on a souvent un côté parapluie et chapeau melon. Il y a cet aspect du clown qui déjà fait penser à l'esprit de l'absurde, enfin pas de la dérision, il y a quelque chose qui vient profondément. Et puis ici, donc là en bas, eh bien, vous avez nos deux personnages, Jean-Pierre Hennebeau ici, et puis les deux personnages principaux, et puis Paul Maillot qui sont là. Le troisième, je ne sais plus qui c'est, qui est là. Donc, il y a des personnages qui vont passer.
il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, en fait, hein, en bas. Et puis bah, là, Jean-Pierre, ici, et Paul, à ses côtés, tous les deux avec un parapluie, avec leur chapeau. Et donc, il y a quelqu'un, le propos, c'est il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est un homme, on le connaît, mais qui va se dévouer pour aller le sauver. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent autour de cette, cet événement. Est-ce un suicide? Est-ce une chute? Est-ce autre chose? Est-ce que ça pose un problème d'aller le sauver, de ne pas aller le sauver? À qui ça va poser le plus de préjudice? Et parmi les personnages qui passent sur le pont, il y a la femme de celui qui se noie qui passe, et tout le monde s'interroge sur la situation et sur ce qu'il faudrait faire. Voilà. Donc, on en est à peu près là sur l'ensemble de la pièce. Je dois dire que je la connais assez bien, cette pièce-là, pour l'avoir vue jouer de très nombreuses fois en Picard de chez nous, donc du Pontieux-Vimeux, adapté par Jacques Dulphy, et donc on l'avait simplement appelé Chepon. Et donc, on en a fait quand même, on a été plusieurs à l'interpréter. Bon, moi, je faisais souffleur dedans, mais ça n'enlève pas moi le fait que je la connaisse bien. Alors, on va prendre le texte de Paul. On est plutôt sur le début. C'est pas le tout début de la pièce, mais il y a une partie du dialogue qu'on va regarder ensemble. Et puis, bah, on pourra pas tout observer. C'est l'exercice qui est comme ça. Donc, celui qui se noie s'appelle Pon- Pondarfeo. Et les deux personnages, il y a Werderek, donc celui qui garde les arêtes, si vous voulez, un mot à mot, et le Soyard, donc celui qui scie, le scieur. Je vous fais les deux rôles. Hein. Ça, après, faut faire Pondarfeu. Horace, je me rappelle. J'avais une petite torquette d'amitié pour lui. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi que chez qui a fait ça, si friand battant, si amiteux, tout dit prêt à faire plaisir à quelqu'un. Le comparse, le Soyard. J'ai Alfo dans le temps ouvré aux mêmes boutiques qu'Eli. Je me rappelle à l'ouvrage, je t'ai tout dit lui qui a vaut le plus et demi de quinzaine. Peut-être parce que je n'étais pas un berlan, bien sûr, mais un ouvreau à piège et une pauvre mot de se faire kerver. Il dit jo qu'il d'avo larguement assez pour l'y vif. Bah, si tout content avec pas grand cause. Donc, je vous explique au fur et à mesure, hein, éventuellement. Donc le Soyard travaillait à la même boutique, hein, dans la même usine, euh, et puis ils étaient payés à la pièce. Donc, bah, Fondarfo, bah, et c'était lui qui avait la plus petite quinzaine. Il était pas Berlard, il n'était pas bien soucieux, hein, mais un ouvreau à pièce. Et donc, il ne prenait pas le mal de se faire crever, hein, kerver, c'est bien du Picard, hein, crever. Et donc, il disait qu'il n'avait larguement assez pour l'y vivre. Tu me diras qu'à vire, elle grain ouvrage qu'un lui faisait faire, il n'avait pas de quoi canter youpla boum non plus. Ah, il dit, je tout dur, tout dit, avec Esner, Moll et Bénèche, et de Saint-François qui divise avec les Ojo, pouf, faire chat au baramonet chindré. Non, dans tous les cas, je n'étais pas un arriveur, mais non plus, je ne comprends pas. Donc voilà, il- le genre d'ouvrage qu'il avait à faire, bon, bah, ce qu'on lui faisait faire, il n'y avait pas de quoi chanter Yopla Boum non plus. Hein. Il disait toujours à Quesner Moll et Bénèche de Saint-François, donc ça fait allusion à Saint-François d'Assise, hein, qui divise avec les oiseaux, hein, qui est divisé avec les oiseaux. Ouaf, faire ça, ou bien ramoner le chandré, donc balayer les cendres après une flambée. Non, dans tous les cas, je n'étais pas un arrivard, c'était pas un prétentieux, un arriviste, hein, si vous voulez, mais non plus, je ne comprends pas. Donc, on s'interroge, et l'autre en dessous, de temps en temps, on l'entend qui fait au secours, hein, qui fait, qui commence à couler. Euh, donc, premier personnage, voir Derek, c'est après Fondarfo. Mais tout de même, il doit avoir un ne sait quoi qui l'a poussé à faire chaud. Et l'autre, c'est le connais chaud depuis longtemps? Lui, à mot, oh, on a été à l'école ensemble, on a eu plus d'un co et de quoi rire avec lui. Aussi long que j'ai recul dans tous mes ravins en France et que j'ai joué de lui, c'est à chaque fois qu'il y avait un plan arrivé.
Donc, au Maradaras, il est au tout dit un berdouillé dedans, est recta. Donc, est-ce que donc, il y a une question, il y a quelque chose qui l'a poussé à faire ça, et aussitôt on retombe sur de l'absurde, c'est-à-dire, mais tu le connaissais depuis longtemps, on ne pose pas trop la question du sauvetage, hein. Et moi, donc à mon idée, pour moi, à mon esprit, on a été à l'école ensemble, hein. On a eu bien des occasions de rire avec lui, et puis aussi long que je remonte dans mes souvenirs, les souvenirs que je conserve de lui, c'est à chaque fois qu'il y avait un plan d'arrivée, donc il se passait quelque chose de pas tout à fait ordinaire. Nos camarades Horace, il était toujours un bédouillé, donc mis dans la bédouille, en raquet, hein, mis dans la boue, donc il est et donc il trempait dedans, mais pour s'en sortir avec difficulté. Buckmash, bah ouais, bah ouais, aïe, aïe. S'il y avait une tinette d'un crinqué prêt à cuire d'un Odenport, donc une tinette, c'est un seau, hein, éventuellement un seau d'aisance, mais tout simplement un seau, hein, qui est donc un crinqué, c'est perché en hauteur, en Odenport, et Stoli qui sera rentré le premier pour lui attraper le Célédio sur le tête, hein, donc c'est lui qui va rentrer le premier pour attraper le Célédio, donc le contenu d'une saille, hein, donc un célédio, là, je ne sais pas s'il y a un mot français pour parler de contenu du seau, une cieuté, on peut dire aussi, hein, mais une corde tendue dans le corridor, chez Horace qui s'ingambio dedans, hein, donc il y a une corde qui est tendue pour faire un piège, c'est lui qui s'ingambio, donc qui s'inchepé, qui s'empiergeait avec cinq gambeaux à tourner. Au secours, blup, au secours! Donc là, c'est Fond d'Arfo qui se noie. Ben, combien de temps qu'il va encore savoir y tenir? Donc là, on a quand même des interrogations existentielles. On peut presque prendre son chronomètre et je vous promets toute la pièce. S'il y en a parmi vous qui font du théâtre, qui veulent chercher à monter une pièce, c'est succulent, hein. Franchement, c'est succulent. Ça ne demande pas des moyens excessifs en mise en scène. Et puis, on n'a pas besoin des décors de Roger Hart non plus, et puis des costumes de Donald Cardwell. Là, c'est extrêmement simple. On est dans le quotidien. Enfin, dans le quotidien de l'absurde. Euh, oui, je rapproche un peu d'une forme d'absurde à la Beckett. Ce serait bien intéressant de savoir d'où vient ce texte, hein. Original en français. Vient-il de France, de Belgique? Probablement de Belgique, mais je n'en suis pas certain. Pas peu d'indices, mais voilà. Donc, il paraît, d'après Bruno Delmotte, que sur cassette, dans une époque préhistorique quasiment, il y a eu des enregistrements son de cette pièce avec Jean-Pierre Hennebeau et puis Paul Maillot. Voilà, donc ça c'est un des aspects du théâtre. Et Paul Maillot était un passeur de théâtre dans le sens où d'autres, comme Francis Couvreur, enfin d'autres Belges des années qui ont produit dans les fins des années 70, début des années 80 du théâtre. Et il y avait un renouveau du théâtre. Donc je vous ai parlé un tout petit peu de renouveau de la poésie, on va en parler plus longuement ensuite, mais un renouveau du théâtre dans la forme qui s'exprimait à tourner. Nous étions assez curieux, par exemple de personnages dans une auto-école, par exemple, des situations qui ne relèvent pas d'un théâtre traditionnel, cinq actes, voilà, comme on a pu en voir à Comines, qu'on a pu en voir ailleurs, un peu partout d'ailleurs, et qu'on en voit toujours, hein, et avec plaisir, hein, je n'ai pas de dédain du tout, mais simplement dire renouveler le genre, puis avoir des mises en scène, puis des dialogues parfois même des monologues plus surprenants que des mises en scène compliquées avec 15 spectateurs et puis une pièce qui dure 3 heures avec entracte. Voilà. Donc, il y a Allons dans le Rimbard du Scalio, une pièce véritablement d'anthologie de Paul Maillot, donc une adaptation de Paul Maillot. Alors, j'en arrive à la poésie. Alors là, je remercie Vinciane Maillot parce qu'il y avait donc le premier recueil, je vous en ai fait allusion le mois dernier, donc Escampe, que je ne possédais pas, que Paul n'a jamais pu m'en trouver un exemplaire. Bon, je vais finir par insister, c'est pas la peine. Donc, grâce à Vinciane, j'ai pu en avoir un exemplaire que j'ai là, que j'ai pu lire. Donc, ce texte, enfin, ce sont ces textes dont manuscrits, ces textes manuscrits avec des dessins de Paul. Voilà, vous voyez, donc on voit bien là, que c'est manuscrit quand même, avec des textes où la mise en page, l'occupation de la page est importante. Par exemple, là, ici, on a
On a un personnage qui s'exprime. Il n'y a pas de bulle de BD, hein, voilà, mais on voit véritablement bien qu'il s'exprime. Et en plus, ce texte s'appelle Les mots, donc les mots. On a un texte, il est beau, c'est au clair, enfin, je trouve que la mise en page est belle, au clair de la lune. Alors, ouais, forcément, là, quand je me traverse à l'enjeu, vous voyez. Donc, on a donc ce croissant de lune qui arrive là, hein, euh, voilà. Donc, on a ces textes qui ont été présentés, qui ont été distingués donc, en Wallonie, donc à Liège, et qui bah, ont véritablement encouragé. C'est important un certain moment de sa vie de recevoir un prix, par exemple, ou d'être simplement encouragé, d'être édité, enfin, si on parle de texte, ça peut être d'être produit, etc., pour se dire que ce qu'on fait, c'est pas complètement anodin, d'autres y sont sensibles, même si ça n'est que 5 ou 10 personnes, c'est déjà beaucoup plus que zéro. C'est de zéro à un, il faut multiplier par l'infini, c'est énorme. Après, c'est un autre calcul. Et donc, bah, c'est à partir de là que donc, Paul a véritablement développé son écriture. Et pour l'avoir donc lu récemment, il y a 2 mois, donc on est en 1975, hein, Paul, donc je redis, né en 25, il va avoir 50 ans quand il écrit ça à peu près, donc c'est relativement jeune. Mais ça n'est plus tout jeune non plus, hein, et on n'est plus dans une poésie de jeunesse, on est une poésie qui est de la maturité. Et dedans, il y a des interrogations sur la vie, sur la mort, sur la fin effienne. Il y a pas que ça. Mais je dis oui, et je peux dire, bon, je sais pas, ceux qui n'ont pas encore eu 50 ans, vous verrez, il reste encore du temps après, mais ceux qui les ont eus, on a vu, il s'est passé pas mal de choses depuis. Et donc, ce sont des interrogations très profondes en picard. Donc, on est sur une poésie qui ne va pas parler, je n'ai rien contre, hein, mais des petites fleurs, des petits oiseaux, etc. Non, on est sur une réflexion sur soi-même. On n'est pas encore véritablement sur ce qui va faire la différence de Paul Maillot avec beaucoup d'autres. C'est une réflexion sur le corps de la femme, les femmes, les sentiments, l'expression des sentiments dans le toucher, le regard, enfin les sens. Donc ça, ça c'est très fort chez Paul Maillot. C'est quelque chose qui est, euh, je veux dire, assez constant. C'est une constance qui n'est pas si constante que ça, puisque là, il n'y a pas beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est très présent et puis qu'on a plaisir à retrouver et qui l'exprime avec, quand c'était à l'oral, on sentait que les sentiments étaient très forts. Très réels et puis alors je sais pas si c'est vécu observé, c'est pas le propos, mais je veux dire, les textes les transmettent et les relire aujourd'hui n'enlève rien à cette puissance. Là, donc dans Escamp, eh bien, il y a on retrouve certains textes comme ça, notamment dans un petit recueil beaucoup, beaucoup postérieur, qui est là, voilà, qui s'appelle Le Décruchon, qui est en quatre petits fascicules, comme ça, j'ai là, qui a été publié en 1996, hein, vous voyez, donc il y a une grosse vingtaine d'années, hein, parce que ça c'est publié en 75, donc voilà, une grosse vingtaine d'années. Et le décruchon, c'est la décroissance de la Lune, ça serait la Lune descendante, ça serait donc c'est là on sent que rien que par le titre qu'il y a un côté de entre guillemets, la vieillesse. Voilà, il y a un certain nombre de... euh, comment le côté organique ou le côté même des fois psychologique peut prendre le dessus sur la volonté de la personne. Et donc, on a ces questions-là. Mais en 1996, c'est publié, Paul, et voilà, il a 70 ans, bien sonné. Donc là, les questions peuvent être abordées différemment. Donc ça, c'est c'est quelque chose qui est assez fort, le truchon, puisqu'il peut y avoir un rapport à la pomme, le fruit. Donc la pomme qui va mûrir, et puis la pomme qui va tomber, la pomme qui peut pourrir, la pomme qui peut être mangée. Donc je veux dire, il y a l'allégorie
comment elle est. Il n'y a pas que la pomme, hein, mais je vous donne celle-là parce que c'est assez simple à expliquer comme ça, sans trop rentrer dans les détails et la relecture. Donc, on a ça autour de 70 ans, mais autour de 50 ans, on a déjà des questions de ce genre-là. Alors, pour vous donner quand même l'expression de Paul par lui-même, bah, j'ai quelques enregistrements euh, que je vais. Alors, donc ça, j'ai dans des Escamp. Alors ça, j'ai pas d'enregistrement, mais je vais vous le lire. Je ne tire pas, c'est parce que c'est simplement que mon organisation, elle est pitoyable, mais bon, c'est Jean-Luc, hein, c'est comme ça. Je suis habitué je vis avec moi-même depuis assez longtemps, je suis habitué, mais pour les autres, c'est peu plus compliqué. Euh, alors, ça, c'est donc dans Escamp, pour rester dessus, puis après, on passera. Donc, vous avez euh, le texte qui est ici, tel qu'il est dans le recueil, et puis je l'ai saisi à côté avec quelques explications de vocabulaire. Et puis, ben, l'image, ensuite, on va regarder. Viens, viens de meurer d'un mes matins sages, d'avoir rêvé tout ce. Viens de meurer d'un mes éclats de rire, d'avoir compris tout ce. Viens te rouler d'un mes sablés secs, d'avoir planqué tout ce. Viens te mûcher d'un on s'adresse à quelqu'un. L'autre, l'autre qui est, je dirais, sentimentalement attaché à celui qui s'exprime en l'occurrence. C'est c'est quelque chose qui est assez présent dans la poésie de Paul. Vient de meurer, donc demeurer, hein, d'un mes matins sages, d'avoir rêvé tout seul. Donc, vient me rejoindre au petit matin après une nuit de rêve solitaire. Viens de meurer d'un mes éclats de rire, d'avoir compris tout ça. Donc, seul avoir compris, peut-être avoir ri, et puis, ben, accompagne-moi. Viens te rouler d'un mes sablés secs, d'avoir plonqué tout ça. Donc, d'avoir plongé, hein, plonqué. Ah, ben, j'ai mis le vocabulaire à côté, donc, dans le sable sec, de m'être plongé tout seul. Viens te mûcher, mûcher, c'est Pampicard, viens te mûcher dans mes ruellettes grises, les ruelles, d'avoir traché, cherché, là aussi, on a le même vocabulaire tout seul, donc viens te cacher dans mes ruelles grises, d'avoir traché, d'avoir recherché seul, Tara du cœur vierge à apprinte et facile à loyer, donc du cœur vierge à découvrir, à apprendre, et facile à loyer, donc facile à attraper et à ligoter. Voilà, on peut le dire comme ça. Voilà, donc on a une poésie simple à relire. Et puis, donc en dessous, je vous ai mis donc escampe. Et en fait, le mot escampe, il a dans le dictionnaire, je vous ai parlé du dictionnaire Mohammed de Paul le mois dernier. Donc, il y a trois acceptions. Il y a l'acception donc du terme du jeu de fer, escampalbroc, qui est un ricochet sur une broche. Donc là, c'est pour ça que vous avez l'image du jeu de fer en dessous, qui est un jeu de table tournésien avec des petites quilles avec des palets qu'il faut envoyer comme un petit peu au billard, hein. Je ne vais pas vous expliquer les règles du jeu, d'abord parce que je ne les connais pas par cœur, et puis, mais ça, vous pouvez aller au musée de Tournai, il y a toutes les explications qu'il faut. Et puis par extension, donc sens figuré, un insuccès, un manque de réussite, puisque si on fait un ricochet sur une broche, c'est qu'on n'a pas abattu les pièces de l'adversaire. Et ensuite, donc on a ce mot Picard tournésien qui est bien présent dès le titre du texte. Et puis ensuite, on a bah, ce qui nous vient à nous quand on n'est pas tournésien, escampe, on a vraiment l'impression qu'on fout le camp, hein, qu'on décampe. Et donc, eh ben, c'est ça, c'est une fugue, une promenade solitaire. Et donc, c'est pour ça que je vous ai choisi ce texte, puisque la promenade solitaire de Paul Maillot, ben, c'est celle, viens, j'ai rêvé tout seul, j'ai compris tout seul, j'ai plongé tout seul, j'ai cherché tout seul, mais j'ai un cœur vierge, facile à apprendre, facile à l'ouïe. Voilà.
l'explication du choix de ce texte dans les de ma part. Comme tous les choix, il est subjectif, évidemment. Mais donc, on a une réponse entre le titre du recueil et puis au moins ce texte-là, et avec donc un ancrage tournésien qui est fort. Et c'est pas étonnant que Paul Mayeux ait une poésie forte, puisque on en parle, puisque il a pu faire école. Et vous savez, vous vous souvenez, si vous étiez là le mois dernier, il a été publicitaire. Il a une force dans le slogan. Et cette force-là, c'est dans sa nature. Je veux dire, il l'a travaillé. Ça sort pas tout seul des textes comme ça. Ça demande un peu de réflexion, même si ça sort assez spontanément. Il y a de la réflexion quand même, parfois longtemps avant. Et donc, ce côté du slogan publicitaire ben, pour des marchands, quand on en fait de la poésie, quand on l'utilise, ce talent, ce travail à ce niveau-là, on arrive à des textes très forts qu'on peut relire ben, tout simplement 50 ans plus tard, hein, 75-2025, on est 50 ans plus tard. Donc ça reste quelque chose de costaud. Alors, je vais vous montrer, là, je vous ai mis les explications, donc toujours dans Escamp. Euh, donc le texte Storten, hein, et donc ce qui est donc tel qu'il est ici, dans la spirale. Hein, on a le titre qui est en bas, vous voyez, pas loin de Pierre Garnier, mais ils se connaissaient un petit peu. Hein, ils se sont rencontrés un petit peu dans les années 60. Et donc là, le texte. Alors, bah, où est-ce qu'il commence le texte? Parce que là, je te retiens un rond comme ça, et puis là, je te retiens un rond comme ça. Donc, est-ce qu'il commence au milieu? Est-ce qu'il commence au début? Mystère. Mystère. Donc, il faut le lire, il faut tourner la page, tourner le cahier, et puis se référer donc à ses sentiments propres aussi de lecteur pour voir où on se situe. Donc, je ne vais pas vous en faire à la lecture. J'ai souligné les mots les moins courants, de manière à ce que vous puissiez, ensuite, ça vous sera diffusé, bien sûr, hein, vous puissiez ensuite retrouver le texte lui-même. Et puis, là, donc, je vous ai mis au clair de la lune, donc avec G, voilà, comme ça, alors, hop, voilà, que je vais également vous partager. Voilà. G, j'ai faim d'une lumière à frange des plouef. Plouef, c'est la pluie. J'ai faim d'une lumière à frange des plouef, d'une lumière greffée d'orage, d'une lumière d'osio, saisie. J'ai sow, d'une caleur de cailloux rouges, d'une caleur d'épicoyer, d'une caleur qu'elle sent les fièvres. J'ai envie d'une richesse d'archer douer, d'une caresse et de pieds nus, d'un amour à mourir drôle. J'ai. Voilà. Donc vous le relirez et puis vous aurez au clair de la lune qui, qui m'écrit l'amour. Voilà, c'est le clair de la lune de Paul Mayeux. Dans Escamp toujours. Voilà. Et maintenant, on a différents poèmes de Paul, donc dans son recueil Le Noir quart d'heure, qui était donc dans ces soirées qui étaient, je vais arrêter le partage, parce que qui étaient dans ces soirées qui se passaient au cabaret de la Mauvaise Herbe à tourner, mais qui se passaient également dans différents villages. Et généralement, quand on était à Bléary, on était chez Paul André, etc. Donc, à Olin, c'était avec Paul Mayeux. Et puis, donc, c'est ce petit recueil que je vous ai présenté tout à l'heure rapidement. Et puis, dans ce recueil, il y a des textes que Paul nous a fait l'amitié, pas pour la plupart, de nous lire quand il est venu à Abbeville, à Saint-Riquier, précisément à côté d'Abbeville. Donc, j'ai conservé, j'ai numérisé ces enregistrements-là. Et donc, je vais vous les passer et on va commencer. Donc, je vous ai mis, puisque c'est celui qui ouvre le recueil, je vous ai mis donc Et Picard, ne font qu'être chucanaro tout dit vuette, voilà, que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, les enregistrements donc, sont de 1982. Et on va commencer.
avec NC quoi. Donc, je vérifie simplement si en partageant, je partage le son. Oui, c'est bon. Donc là, c'est le texte NC quoi. Un de ces quoi qui dérive à mi-temps feu, à mi-temps poef, à cœur d'eau Josué nœud et un séchu, duquel 20 y 30 desquites pas devant les gens. Un de ces quoi débalté, peut-être berlage, peut-être doutance, à gassi, un de ces pur framé. Un séchu, herbusillé comme un carcule les horizons. Je ne sais pas si vous. Oh non, là, redis-le un peu plus lentement. Bon. Un de ces quoi, c'est quelque chose. Ouais, d'accord. Un de ces quoi qui dérive, à mi-temps feu, à mi-temps poêle. Poêle, c'est la pluie. Hein. Oui. Un cœur d'oiseau, un cœur d'oiseau, Oui. sur un neué, un séchu, quelque part, duquel vin, il tremble des skites de peur. Oui, oui, Alors oui. les skites, c'est avoir peur, il tremble des skites pas devant les gens. Un de ces quoi débalté. Débalté, c'est être. Débalté, c'est quelqu'un qui ne sait plus de quoi devant une difficulté. Hein, bon. Des cabalets chez nous. Allez, en français, c'est difficile. Des cabalets. Ouais, des cabalets, c'est ça. Oui. Débalté, peut-être berlache. Berlache, c'est un cri. Un cri, mais long. Hein. Berler, c'est comme un enfant qui pleure, pour ça, c'est des berlaches qui berlent. Peut-être berlage, peut-être doutance. Une question. Un cassis, quand c'est plus reframé. Une fenêtre. Quelque part, un séchu, herbusillé, repensé, herbusillé, comme un carcule les horizons. Comment on peut reculer les horizons? Voilà. Donc là, je vous ai tout donné. Donc c'est à la fois la lecture, les commentaires avec les questions des Picardisans qui étaient là. Si vous avez reconnu, il y avait la voix d'Aimé Savary, il y avait aussi Monsieur Platel qui était là, et puis d'autres. Donc pour des explications de vocabulaire, vous pourrez bien sûr y retourner. Alors maintenant, vous avez le petit texte à gauche là qui s'appelle la démocratie. Alors fermez les yeux puis écoutez simplement. C'est bref. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Mais Chatta, c'est tout Chopinzer. Je vous le repasse, hein. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Mais Chatta, c'est tout Chopinzer. Donc là, on a le côté du slogan, hein. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Bon, ça, peut-être qu'on aurait pu trouver ça sur les murs de mai 68, peut-être, hein, c'est tout à fait le genre de slogan. Mais Mesha Tas et Moucho Partzer, à tas, c'est la poche. Hein, une tasse, c'est euh, au Moyen Âge, au sortir du Moyen Âge, c'est la poche des mailleurs dans lesquelles ils mettent les clés de la ville. Ces poches, il y en a au musée d'Abbeville. Donc ça s'appelle déjà une tasse et qu'on a gardé en Picard pour dire une poche. Hein. Voilà. Alors, je vais vous remettre le partage du bon écran, bien entendu, et on va voir Benasseré. Benasseré qui a le tiers d'avant, afin qu'est 2000 ans de vieux sang et de vieille sueur. Mais faut passer à le tiers qui vient le plus belle, chez le seul qui n'a pas encore à retourner. Alors, je vous la passe une deuxième fois. Le tiers, c'est la terre. Hein, la terre, c'est au sens, bon, on pourrait presque mettre un T majuscule, mais Paul Maillot n'en mettait pas. Hein. Donc, c'est le mot global, c'est pas le terrain simplement. Hein. Un finqué, donc embrumé, reprise dans les brumes, dans la fumée de 2000 ans d'histoire, de vieux sang et de vieilles suées. Donc là, c'est une référence aux guerres qu'il y a eu sur nos terres picardes. Et Nuillère, c'est Paul André, je vous en avais parlé il y a 2 ans, qui a beaucoup travaillé autour de ça. Voilà. Mais il faut penser à le tiers qui vient, le plus bel, chez seul qu'on n'a pas encore à retourner. Benasseré qui a le tiers d'avant, afin qu'est 2000 ans de vieux sang et de vieille sueur. Mais faut passer à le tiers qui vient le plus belle, chez le seul qui n'a pas encore à retourner. Donc ça, il y a aussi le côté du laboureur. Ça fait écho, si vous vous souvenez de Paul André, ça fait un peu écho à sa pièce Le Noir Fouan, hein, où il y a
la terre qui va être la terre qu'on a déjà retournée, là, pour le coup, puisqu'elle a été cultivée, puis qui va être rasée par une autoroute qui est l'autoroute d'ailleurs qui va de l'île à Tournai, la 8 hein, aujourd'hui. Et donc, cette autoroute qui va effacer les 1000 ans d'histoire, les 1000 ans de labeur, les 1000 ans de culture, les 1000 ans de nourriture, et pour bétonner, puisque le Tournaisis ne goudronnait pas à l'époque, mais bétonnait donc ces autoroutes. Donc il y a une réflexion d'actualité, alors maintenant on dit le mot écologie un peu à toutes les sauces, mais je dirais de l'environnement immédiat dans lesquels les habitants voient leur paysage, leur environnement évoluer, être détruit, dans lequel ils ne se reconnaissent plus. J'atteins le dernier en bas de la page. J'atteins. J'atteins la vie Varsak et Smaron et se faire une petite vie toute neuve. J'atteins, je veux Robin Virtic chez qui sera le papa. Je vous le repasse sans commentaire. J'atteins. J'atteins la vie Varsak et Smaron et se faire une petite vie toute neuve. J'atteins, je veux Robin Virtic chez qui sera le papa. Alors ça, vous pourrez, si vous allez être bientôt tonton, papa, grand-père, je sais pas, ben vous pourrez le ressortir à ce moment-là. J'attends la vie, pas vie, hein, tourner sur vie. Non, la vie, c'est comme nous, hein, c'est-à-dire il y a des choses qui sont sacrées, l'article français défini féminin, on le conserve à ce moment-là, ou du moins on le replace à ce moment-là. La vie Ivar Sake, ah, j'aime bien ça, c'est pas la vie elle va, c'est la vie Ivar Sake Smaron. Smaron, c'est son pantalon, hein, c'est les culottes d'homme, hein, voilà, Smaron, et se faire une petite vie toute neuve. C'est magnifique, ça, non? On pense, quand on le relit, la première fois qu'on l'entend, peut-être pas, et faire fabriquer une petite vie toute neuve, une petite vie toute neuve, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être le lendemain d'un accouchement dans une maternité. Moi, quand je dis ça, c'est vraiment, hein, c'est moi, hein, je suis un grand sensible. Euh, J'atteins, je veux Robinville, qui sera le papa. Et là, on est dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'on est presque dans un futur antérieur. Je veux Robinville, qui sait qui sera le papa. C'est-à-dire que voir une fille probablement, ou un enfant, un de ses enfants, et l'imaginer un jour enceinte, l'imaginer un jour, maman ou papa si c'est un garçon, et pour le coup, comme il veut savoir qui c'est qui sera le papa, c'est sa fille, et de savoir qui est-ce qui sera le papa de son petit-fils. Il y a une grande profondeur, et il y a 6 lignes. Il y a 6 lignes. Et sur ces 6 lignes-là, je ne vais pas dire on pourrait disserter pendant 3 jours, il ne faut pas exagérer. Mais sur ces 6 lignes-là, on peut les lire, les relire, les construire, les reconstruire, les déconstruire, et puis trouver toute cette magie, en fin de compte, qu'il y a dans quelques mots de la petite vie toute neuve, mais qui n'est pas là, qui ne vient pas, qu'on imagine. Voilà. Et pour avoir assisté, je ne sais plus si je vous l'avais raconté, je crois pas, à un petit débat entre Paul Maillot et Paul André à la Maison de Culture de Tournai autour de la poésie de Paul André, avec des explications de texte entre tous les deux. C'était pas une joute, hein, c'était pas une rivalité. Et Paul Maillot commentait un poème de Paul André et disait ce qu'il y avait puisé, ce qu'il y avait compris, ce qui l'avait étonné. Et puis, c'était pas une démonstration au sens mathématique, mais c'était une démonstration du plaisir d'avoir lu du Paul André. Et puis après, Paul André est arrivé et puis a expliqué ce qu'il avait écrit. Et c'était pas la même chose. C'était pas la même chose que ce qu'on avait entendu avant. Et ça, c'est une belle leçon. C'est simplement que quand on écrit, quand on dit, quand on chante, quand on fait du théâtre, peut-être un peu moins dans du dialogue, mais on produit quelque chose. Une peinture aussi, euh, concrète ou abstraite, peu importe. Et puis, bah, le récepteur, bah, le lecteur, l'auditeur, le spectateur, bah, il en fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut et il en fait éventuellement autre chose. Et ben, là, c'est pas ce que je suis en train de faire, puisque commenter de la poésie, c'est vous priver presque de votre plaisir de lecteur, de premier lecteur de certains textes que vous ne connaissiez pas. Mais c'est la loi du genre. Donc c'est pour vous dire que là, il y avait aussi chez Paul Maillot, chez Paul André, chez Paul Maillot, dont on parle aujourd'hui, il y avait cette conscience-là que bah, les choses appartiennent à celui qui les appréhende, qui les prend et qui... Alors, normalement, il y a une suite à cette affaire-là. Et là, voici, hop,
Là. Et donc, on a encore trois textes avec toujours des enregistrements de 1982 de Paul Mailleux euh, à Saint-Riquier, Lavalon. Ah ouais, non, 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 stop, 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 j'ai pas partagé. Ah ouais, je savais bien que je pouvais le faire trois fois. Je le savais, je n'ai peur de rien. La valeur, la fond qui reverra de fin. Et ici, nous autres, pour bien montrer qu'un sait, un mettra peut-être beau petit Jésus un chuc sur le boudin des coquilles. L'Avalon, ça peut vous perturber. C'était là-bas au loin, hein. Léon, c'est loin, au loin, là-bas au loin. L'enfant, il verra de faim. Eishi. Vous voyez, donc il y a un espace, hein. J'ai vraiment pris la photographie du texte, hein. Eishi, nous autres, pour bien moutalser, un de mes trapeaux et de péter Jésus, un chuc, albouden des coquilles. Donc on se privera de mettre un petit Jésus, c'est au moment de Noël par exemple, en sucre à la boudaine des coquilles, donc la boutinette, le nombril. Les coquilles, sont des confiseries tournaisiennes. Donc on a l'information par la télévision, par enfin, les médias d'une manière générale. Euh, il y a de la misère au loin. Si on se situe à cette époque d'il y a une cinquantaine d'années, ça pouvait être le Biafra, des images comme ça sur lesquelles on avait, ça n'a pas beaucoup changé, hein, soit dit entre nous. Donc on avait ces images-là. En tout cas, ça s'est pas amélioré. Et donc là-bas, il y a un enfant qui crèvera de faim. Et nous, pour se donner bonne conscience, peut-être, hein, on fera un petit effort, on se privera d'un petit Jésus en sucre. Voilà. C'est, c'est un peu le rapport que la poésie peut donner. Le poème aussi est une manière de se justifier, hein. C'est pas exclure. Alors, le texte est au centre de la page qui commence par, enfin, qu'on pourrait appeler J'ai appris. Mais il n'y a pas de titre non plus à ces textes-là, hein. J'ai appris, elle crie de l'osio inséré, et elle crie de l'osio qui joue à muscabord d'un arbre à l'autre. J'ai appris, elle peutait de la rhum qui 5 heures quand t'as dégrippé ce narnitoile. Et les gros d'Abchar et de la rhum sur un mouk éthique. J'ai appris la mer des fouelles de Papa Choulout et les fondants en couleur des mastouches. J'ai appris à raviser de quoi le plashden. C'est quand même bizarre qu'il faut. J'ai appris le cri de l'oiseau rincéré, le cri de l'oiseau qui est enfermé, le cri de l'oiseau qui joue à Mushkaba, qui joue à cache-cache, d'un arbre à l'autre. J'ai appris le peuté, c'est la peur. J'ai le peuté aussi, de la rande, de l'araignée qui s'encourt quand tu as enlevé son starditoile sur sa araignée. Et les greux, c'est les gros d'Abchar. Les gros d'Abchar. Un Abchar, c'est un avare, c'est quelqu'un qui a d'Abchar de la rente sur un mouk éthique, sur une mouche éthique. Éthique. Bon, éthique. Maigre. Fort maigre. J'ai appris la mère des fouelles du Papa Choulout. Le Papa Choulout, c'est le petit, un arôme, un petit arôme. Je une plante qui pique fort quand on. Des fois, il y a quelque chose qui fait piquer très fort. C'est l'arôme. Et les fondants à couleur des mastouches, les mastouches, c'est les capucines. Ah oui, d'accord. Qu'on peut manger. On peut manger des salades et des fleurs qui sont bons. Donc, et un fondant, c'est un petit bonbon en sucre. Bon, ben alors vous avez tout compris pourquoi que je traduis. Voilà, pourquoi que je traduis. Donc, vous relirez ce texte-là. Vous verrez dire que à la lecture de la dernière phrase, il y a la clé en fait de décryptage des trois paragraphes, des trois petites strophes qui précèdent, de trois ou quatre lignes selon, entre
la peur de l'araignée, et puis l'araignée qui est avare pour manger une mouche éthique, donc une mouche très maigre, la, comment, les feuilles donc de cet arôme, vous voyez ce que c'est des arômes sauvages, là, il y en a assez facilement, sauf dans des pâtures, et donc qui est amer. Alors ça, personnellement, j'ai jamais goûté. Par contre, les capucines, oui, les mastouches, comme il dit, ça, donc ça, il y a certains restaurateurs qui veulent décorer des assiettes mettent assez souvent des pétales de capucine. Donc voilà. Et on a la même chose avec l'oiseau en cage et puis l'oiseau qui joue à Mushkaba, qui donc joue à cache-cache, à cache-muche, en sautant d'une plante à l'autre. Donc la liberté, et puis le fait d'être comment emprisonné. Voilà, vous pourrez réapprécier ça. Et puis, ben, donc là, on a un texte. Alors là, si je ne savais pas que c'est Paul Maillot qui a écrit Le Monde chez l'Arc, j'aurais vraiment mis, peut-être pas une main à couper, mais quelque chose quand même, peut-être les ongles à couper, ça peut être toujours utile, en disant que c'était du Paul André. Parce que là, vraiment, il y a une complicité d'écriture. Je pense que pas du tout que l'un ait guidé la main de l'autre, c'est pas ça, mais je pense que comme ces textes étaient dits en public, en présence d'autres, il y a une émulation qui s'est passée à ce moment-là. Et donc le texte s'appelle L'Arc. Il arrive. Elle monte chez l'arc, cette. Et la mer chez l'arc. Et le pays chez l'arc. Et le village chez l'arc. Et le mazin chez l'arc. Et mi chez l'arc. Je ne sais même pas faire le tour d'un demi-tiète, il ne faut pas demander. Je vous le repasse, hein. Donc tout est large et puis bien sûr ça finit sur lui-même et sur l'intérieur de lui-même. Elle monte chez l'arc, cette. Et la mer chez l'arc. Et le pays chez l'arc. Et le village chez l'arc. Et le mazin chez l'arc. Et mi chez l'arc. Je ne sais même pas faire le tour d'un demi-tiète, il ne faut pas demander. Ah, je vous laisse le partage de l'image pour que maintenant on regarde la forme de la présentation du texte tel qu'il est tapé par rapport à l'absence de ponctuation dont j'ai parlé tout à l'heure et par rapport à sa rythmique de lecture ou de diction du texte de Paul. Je pense qu'il les lisait de mémoire, mais peut-être qu'il le savait par cœur. Et regardez bien l'espace qu'il y a entre Émis chez l'Arc et puis la vitesse de la diction à la fin. Et même à Faut pas demander, là, il y a aussi le même espace, mais ça va pas avoir la même, comment, la même vitesse de liaison entre les vers. Elle monte chez l'arc, cette. Et la mer chez l'arc. Et le pays chez l'arc. Et le village chez l'arc. Et le mazin chez l'arc. Et mi chez l'arc. Je ne sais même pas faire le tour d'un demi-tiète, il ne faut pas demander. Et c'est assez intéressant. Il y a pas de ponctuation et en même temps, on ne peut pas véritablement se fier à la disposition des verbes pour avoir une diction. Mais on en fait chacun la lecture qu'on veut, au rythme qu'on souhaite. Mais par contre, il y a quelque chose en forme d'entonnoir. C'est qu'on part du monde, la mer, et puis on arrive au village, la maison, à soi-même, l'intérieur de soi-même. Donc là, par contre, il y a cette manière d'expliquer si on s'adresse à un enfant ou à quelqu'un, si on s'adresse à quelqu'un, d'expliquer que tout est grand, mais même le plus petit, c'est-à-dire l'intérieur de soi-même aussi, c'est très large et je n'arrive pas à faire le tour un dindemtiet, ami. Ah ouais. Donc ça, ces poèmes donc sont bon, je vous les ai choisis parce que d'une part j'en ai l'enregistrement et que je trouve que cette lecture elle est plus pédagogique que si c'était moi qui l'avais fait, ou même si c'était un ami belge qui l'aurait fait pour nous aujourd'hui, puisque là, on l'a par l'auteur lui-même. Donc, ça vous donne donc un échantillon. On va pouvoir aller un petit peu plus loin encore, alors dans d'autres textes que je ne vais pas vous lire, hein, parce que sinon, là, on y passe on finit, on fait la saison prochaine, hein, on fait une saison 3 mais quelque chose que je peux vous recommander de lire. Alors, ça,
C'est catastrophique. Bon, ça s'appelle Les femmes et de Perchy de Paul Maillot. Donc, c'est un texte qui est construit en trois mouvements qui s'adresse à trois femmes, trois filles, trois femmes, trois jeunes femmes, ou moins jeunes, il n'y a pas d'âge. Il y a Laurence, il y a Christine et il y a Jeannette. Et donc, ben, à chacune, il y a des compliments qui leur sont adressés. C'est un texte qui m'avait énormément touché, que j'avais transposé dans mon Picard d'Abbeville et que j'avais adressé à Paul sous forme de clin d'œil. On se faisait des petites blagues comme ça, c'est pas bien méchant. Donc voilà, les femmes de par ici, hein, les femmes d'ici. Et donc j'avais même osé faire, si vous vous souvenez, les plans d'Ichy et Cominck au Sincère. Donc j'avais fait un montage, les femmes d'Ichy et de Parchy et Cominck au Sincère. Mais bon, c'était d'un goût assez, voilà, hein, assez potache. Euh, le recueil, il va venir à nos yeux, qui est important parce que il arrive, ce recueil, je crois que c'est 80, non, 79, c'est fin 79. Donc, et ce recueil, en fait, c'est comme Raveluc de Paul André, comme ah là là, le Gardien des Billettes de Couvreur. Etc. Il y a quatre recueils qui arrivent en même temps. Alors celui-là est triplement intéressant, c'est Paul Maillot. C'est illustré par Vinciane, qui a illustré beaucoup les textes, enfin souvent, les textes de son père, à la demande de son père. Et puis, bah, il arrive dans cette collection que la Maison de la Culture lance au début des années, fin des années 70, début des années 80. Ça ira comme ça, avec les textes à dire de tout à l'heure, ça en fait partie. Jean-Pierre Hennebeau, etc. Et puis bah, après, vous savez, Paul va être amené à quitter la Maison de la Culture de Tournai. Et puis Paul Bruno Telmotte, il y a quelques années, pas très longtemps, a relancé une collection qui s'appelle Berdaf, où on peut retrouver des auteurs d'aujourd'hui, auteurs et autrices d'aujourd'hui, avec énormément de plaisir. Je vous conseille Berdaf, il y a rien de mauvais dedans, hein, là non plus, hein, il n'y a rien de mauvais. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis les textes sont dans la même veine que ce qui vient de vous être lu, quoi. Et c'est un peu plus, encore un peu plus féminin, hein, c'est encore un peu plus adressé aux sentiments. Et l'expression des sentiments, de l'amour, des rapports, de la caresse, hein. Je reviens sur les cinq sens, mais sur le toucher, le regard, le regard reçu, le regard perçu. Euh, bah, c'était pas fréquent, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs en expression picarde contemporaine. Ça brise un petit peu des tabous, ça va au-delà de ce qu'on livre habituellement, puisqu'on rentre dans l'intime, on rentre dans le non-dit, on rentre dans le secret, on rentre dans la parole absente qu'on écrit, qu'on transmet, donc on émet, qui est reçu, qui est perçu, qui est déformé ou qui est comprise différemment. Donc ça, c'est chez Paul Maillot, c'est quelque chose. Il n'est pas le seul, hein, Paul André était pareil. Je dois dire, moi, quand je me réfère à Paul Maillot, c'est souvent sur ces autorisations d'écriture que certains auteurs, la poésie spatialiste de Pierre Garnier, j'y faisais allusion tout à l'heure, a autorisé des gens à faire des choses dans cette veine-là. Ils n'auraient peut-être pas eu la même impulsion pour le faire par la suite. Et là, chez Paul Maillot, ça fait partie de ces choses qui sont, de ces textes, de cette manière de les présenter, d'oser les présenter, qui ne sont pas fréquentes. Et c'est une poésie masculine pour le coup. Souvent, la poésie, c'est féminin, enfin, je sais pas, ce qui est faux, hein, parce que tout le monde peut faire et dire, et puis a fait et a dit, mais c'est pas genré la poésie, mais donc ce rapport à l'autre, c'est quelque chose de vraiment important chez Paul Maillot. Un autre recueil s'appelle Un c'est quoi de mi, donc avec des textes, bah là c'est tapuscrit, c'est quelque chose qui était très simple, hein, trois agrafes du 21-29-7 et puis les textes bout à bout, qui ont été repris. Alors ça c'est beau, enfin c'est beau, c'est original et c'est beau. Donc on a toujours Un c'est quoi de mi, Qualcosa di me, et donc ça a été repris en toscan, donc par le biais de Vinciane, puisque Vinciane habite dans le nord de l'Italie,
Et donc, on a les textes Picard de Paul qui sont. Alors, attention, parce que en plus, là, c'est en miroir, c'est la catastrophe complète. Voilà. Là, hop, 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 hop. Voilà, on est sur 3 pages. On a le Picard qui est ici, une interprétation en français, et puis donc l'adaptation en toscan italien par Vinciane Mailleux et Maurizio Rossi qui est présente ici. Donc, on a un texte trilingue. C'est un choix de textes qui sont issus de Anse la version des années 82-83, qui a été édité à la Scribande de manière très, très agréable. Le texte sur une double page, voilà, ça n'est pas luxueux au sens fort du terme, mais c'est une mise en, vous voyez, c'est une petite pochette comme ça. Donc c'est vraiment très, très agréable. Et puis, ça valorise bien chaque texte. Alors que là, on avait quelque chose qui était une accumulation de textes les uns bout à bout. Voilà. Et puis, la traduction dans un parler vernaculaire du nord de l'Italie, ça donne aussi une dimension internationale et puis une dimension familiale au plus. Donc, c'est bien là. Et puis, bah, les traductions sont toujours des moments délicats, difficiles hein, à traduire. C'est transmettre, c'est un petit peu transformer, mais c'est ne pas trahir surtout. Et donc, garder l'esprit de chaque texte. Alors, je ne possède pas le toscan italien, hein, donc du mal, je ne vais pas me permettre de porter le moindre jugement, mais je veux dire que l'expérience mérite d'être signalée. Alors, je vous partage la bibliographie de Paul Mayeux, donc en commentant un petit peu les différents ouvrages. Donc Escamp, dont j'ai parlé assez longuement. Euh, il y a L'Onde et la Rimbarde du Scalio, donc la pièce de théâtre. Miroulet et Pimpervol, qu'on va écouter là après. Il va venir un audio dont je viens de parler. Il y a aussi la bataille de Bouvines, il y a un enregistrement qui existe, hein, que j'ai numérisé, avec, donc ça n'est pas dit par Paul, c'est dit par Jean-Pierre Hennebeau, et puis avec Paul André. Donc ce sont deux soldats de la bataille de Bouvines qui remonte, je crois que c'est au 17e, peut-être au 16e. Bon. Et donc, qui font un peu un bilan de leur vie de soldats à ce moment-là. La bande dessinée d'un Gvot devenu peintre, le Cantique des Cantiques, dont on a parlé le mois dernier, avec 2 éditions. Il y a eu aussi enfin, plusieurs lectures publiques qui ont été faites de cette traduction du Cantique des Cantiques de Salomon. Ensequadmi, dont je viens de parler, avec les deux versions, et donc la dernière en date avec donc la traduction en français et puis celle en toscan. Les fameux Tarchi. Marie das Kazet, ça c'est un petit recueil, je vous présenterai, enfin vous l'avez là en bas à droite. Donc c'est pas un abécédaire, hein, mais c'est chaque lettre de l'alphabet est prétexte au sens étymologique, prévoit un texte. Panzu Antac des Belles, ça c'est la belle à tourner, c'est enfin comme un petit peu ailleurs dans le nord du domaine linguistique, c'est la lune, hein, en dessous une tache de lune. Rien que l'image déjà est dans le titre. Et puis suivi de Il pleut, je busille, donc il pleut, je réfléchis, et un petit glossaire. Et puis la bibliographie est assez longue, hein, vous en avez 3 pages. Hein. Euh, donc là, on arrive sur les 10 du Cahuan. Donc là, je vous présente ça pour vous annoncer. Donc, il y a le tome 1 de l'édition définitive qui va se faire en 3 tomes. Il y a plusieurs éditions des 10 du Cahuan, mais le tome 1 donc, a été publié il y a juste un an, donc à l'initiative de Bruno Delmotte, quand il était encore donc employé à la Maison de la Culture de Tournai. Mais bien qu'il soit en retraite depuis une petite année, hein, une année pleine maintenant, Bruno, donc il continue l'édition, le tome 2, donc sera présenté le 2 juillet de cette année-ci à Olin, en fin d'après-midi. Donc vous avez là l'annonce qui est là avec la petite affiche hein, que Bruno m'a envoyée très récemment. Et puis il y a un tome 3 qui sera à venir l'année prochaine. Et là, on aura l'ensemble des dits du Cahuan, donc avec cette chronique qui remonte aux années 79, 80 et 80. Le Décruchon,
dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ces quatre moments de la décroissance de la Lune ou de la vie, et Dérive. Donc Dérive qui est un recueil inédit qui sera édité prochainement, donc avec la complicité de Vinciane et de Sylvain Mailleux pour donc l'illustration. Donc ça c'est moi qui vais m'en occuper. Voilà les textes. Enfin on va c'est comme ça. On va rester sur donc une édition à venir d'un long poème inédit qui fait une quarantaine de pages de Paul, dont il m'avait confié donc un tapuscrit il y a une grosse vingtaine d'années. Puisqu'il y a 20 ans que Paul est disparu, donc c'est quelques mois, années juste avant sa disparition. Et puis là, après, ben, vous avez le reste de la bibliographie de Paul Mailleux, donc avec ben, ses travaux dont on a parlé le mois dernier sur la linguistique, la description de la langue, la méthode de Picard, les dictionnaires, les locutions, ça, il y a beaucoup de locutions, les différents colloques pour lesquels il a pu éditer les actes. Les maximes de Père Henry. Alors, je n'ai pas cité souvent le nom de Serdu, Serge Duhaillon, l'illustrateur attitré des Tournaisiens qui contribue aussi à Schlancheron et qui est d'une générosité dans le dessin sans égal. Et donc, voilà, donc c'est bien souvent les textes de Paul, que ce soit en couverture ou dans les recueils, sont illustrés par Serge Duhaillon, de son nom de dessinateur Serdu, qui habite également à Olin. Et puis ben, des ouvrages collectifs dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, parce que les textes à dire, je vous ai lu tout à l'heure un texte, c'était de Paul, mais avec d'autres auteurs qui sont cités ici. Et puis une petite bibliographie en français des textes de Paul Mailleux, puisque sa poésie en français ne manque pas d'intérêt non plus. Donc voilà pour ça. Et puis alors on va faire, bon, je ne vous lirai pas Rosa Larosse, mais vous le découvrirez, ce texte en prose. Euh, je vous le passerai par le biais d'Olivier, bien sûr. Et puis, bah, je vous en dis pas trop, parce qu'il faut autant le découvrir à la lecture. Je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur les textes que j'ai lus ou qu'on a entendus, que j'ai commentés. Mais on va essayer d'écouter les deux chansons. Nous allons écouter, soyons. Voilà, donc on va commencer par Tir à le buquet, et puis on finira par Miroulet et Pimperbole. Alors, je vous partage l'écran, le bon écran. Tirer à le buquet, c'est tirer à la courte paille. Vous avez donc le texte qui est ici en picard, tel qu'il va être chanté par les enfants de Lédin. Lédin, c'est un petit village, vous l'avez sur la carte qui a été distribuée, qui est près de la frontière avec la France. Donc on rapproche un tout petit peu de Saint-Amand ou de Valenciennes, avec une traduction qui est là, un travail pédagogique. Là, c'est une présentation avec des enfants à la Maison de la Culture de Tournai. Je ne pense pas que ce sont ces enfants-là qui est enregistré. C'est un 45 tours, un 10-45 tours, avec 4 titres dessus. Donc on a tir à le buquet, tir à la courte paille.
Alors, il y a encore deux couplets, mais j'ai vu que l'heure tournait. C'est le cas de le dire aujourd'hui, l'heure tourne, à tourner, c'est logique. Et puis on va rester, donc on va se quitter avec la ritournelle de Miroulet et Pimperbol. Alors vous voyez, le 45 tours, c'est ça. Miroulet, Pimperbol, c'est aussi un travail pédagogique qui était proposé aux écoles avec bien sûr les chansons, les mélodies, les portées musicales et puis le vocabulaire expliqué. Donc il y a plus de chants. Là, il y en a quatre dans le 45 tours. Et puis là, il y a les enfants dans la cour de l'école. Et donc, on va écouter Miroulet et Pimperbol, donc là, qui sont deux personnages qui font l'école buissonnière. Et si vous vous souvenez, quand j'ai parlé de Jules Dufresne, il avait fait également une version de Miroulet et Pimperbol, Miroulet Pichonatol, c'était là, qui faisait école buissonnière quand, dans son parler de l'enchère. Donc, vous allez avoir. Partage. Ah non, faux départ. C'est mignon. Donc, chanter en canon, hein, on peut faire beaucoup de choses avec un texte simple, amusant. En plus, ça se fait dans le cadre scolaire pour leur dire d'aller faire l'école buissonnière, c'est magnifique. Alors, je précise, la musique n'est pas de Paul Mailleux, c'est Brigitte Van Coppenole hein, qui avait composé la musique et des différentes chansons. Mais donc, vous voyez l'éclectisme, la variété, et puis toujours l'imagination de Paul Mailleux à travers tous ces modes d'expression, que ce soit le théâtre, que ce soit la prose, que ce soit la poésie, que ce soit la chanson, que ce soit la bande dessinée, et bien entendu tous les travaux dont je viens de reparler un petit peu autour des dictons, parce que les dictons, il y a ceux qui ont été recueillis, mais ceux qui ont été inventés, ceux qui ont été tracés sur une feuille de papier. Comme ça, et puis illustré par Serdu, ou bien pas. Et donc, bah, toutes ces variétés-là, ça fait de Paul Mailleux un auteur bah, oui, qui m'a fait passer 3 heures avec vous, hein, l'air de rien. C'est quand même 2 fois 1 heure et demie, qui est à redécouvrir pour ceux qui l'ont connu, à découvrir pour ceux et celles pour qui je vais susciter un petit peu de curiosité, un petit peu d'envie. Difficile à trouver dans l'édition. Mais je vous promets donc que son dernier recueil, La Dérive, qui est là, voilà, voilà que j'ai là avec son écriture, hein, c'est signé Paul, voilà. Approuvage d'N sait quoi qui sera peut-être un jour un livre, si on trouve des yards, si on trouve de l'argent, voilà. Donc on va mettre un petit peu d'argent sur la table et puis on en fera un recueil
Et donc, comme je vous l'ai dit, avec la complicité de Vinciane et de Sylvain, et puis Mailleux. Et donc, bah, ça fera un non inédit de Paul Mailleux qui sera mis à disposition d'ici quelques mois. Voilà, au milieu de tout un tas de choses. Je pense que les Tournaisiens et les Picards, de manière générale, mais les Tournaisiens en particulier, ont des trésors de Picard qu'il faut cultiver. La dernière fois, je vous avais dit en forme de conclusion que tout ce qui n'était pas numérisé aujourd'hui, ça n'existe pas. Là, ça existe bien et je pense que vraiment, bah, là, c'est les 20 ans de la disparition de Paul Maillot cette année. C'est pas pour ça que j'ai fait ces interventions, c'est simplement parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Il se trouve que voilà, on est sur cet anniversaire, sur une symbolique un peu mathématique, dans une base 10, hein, voilà, c'est quelque chose d'un peu bizarre. 20 tours de soleil qu'on a fait sans Paul Maillot, ça doit être quelque chose qu'on doit pouvoir ne pas oublier et puis peut-être voilà, alimenter à travers des moments. Mais je sais que les textes de Paul, pour en être un lecteur public de temps en temps, ou que par le biais de Jean-Luc Dubard, vous avez vu les interventions, ou par d'autres, comme Bruno Delmotte, par exemple, les textes de Paul ne sont pas oubliés. À l'atelier Picard, il est étudié, il est connu. Et ça honore la littérature picarde des 50 dernières années. En tout cas, merci à Paul de m'avoir permis de vous faire partager ces moments de plaisir, peut-être un petit peu même de passion. Et puis, ben, c'est avec vraiment un énorme plaisir que j'ai quasiment tout relu. Pas tout, je vais être très honnête, j'ai pas tout relu, parce qu'il y a un moment, il fallait que je prépare un petit peu ce que je voulais vous raconter, mais ça a été sans la moindre lassitude, au contraire, et des redécouvertes aussi, et des relectures de choses que j'avais bien entendu oubliées depuis 45 ans mais qui me sont remontés en mémoire, et puis retrouver ces archives. Alors le 45 tours, là, je l'ai numérisé moi-même, hein, donc c'est pas été fait devant un feu de bois, c'est simplement que c'est un vrai 45 tours qui craque comme les 45 tours, quoi, voilà, parce qu'on les a écoutés, parce qu'on les a diffusés, et donc c'est pas de la musique numérique, c'est de la musique analogique, et donc voilà, c'est pour ça que ça craque. Il n'y a pas de feu de bois, je vous promets, ça peut se faire autour d'un feu de bois, mais voilà. Merci de votre audition. Merci à toutes celles, tous ceux qui m'ont beaucoup aidé dans notamment la biographie de Paul, les détails que j'ai pu vous donner, que j'ai pu apprendre aussi en préparant ces moments-là. Et puis, on parlait avant donc l'enregistrement avec Olivier, bah, la saison prochaine, je suis en train de brosser un programme qui devrait nous réemmener en Belgique à nouveau, qui devrait nous faire voyager un petit peu avec des noms peut-être un petit peu moins connus, mais j'ai déjà brossé ce qui pourrait être une avancée de programme avec des auteurs, bon, certains publiés récemment par l'Agence pour le Picard. Je pense que Thierry, dans le Vermandois, ça pourrait être Thierry Aquin-Solaire, hein, c'est son nom de famille. Donc ça pourrait être intéressant. Maurice Thierry. Euh, je pense aussi à Alsus le Dieu, Géo Brecht, je vous ai parlé, parce que j'ai beaucoup lu de Géo Brecht là récemment, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis quelques autres qui viendront, peut-être plus près de chez moi, là, puis peut-être un petit peu ailleurs, je ne sais pas encore. Il y en a qui vont demander du boulot, il faut que j'ai de la lecture, et que puis de colliger pas mal de textes. En tout cas, merci de votre fidélité. Pour moi, ça me fait chaud au cœur. Merci aussi aux nouveaux qui nous rejoignent. Et puis, bah, je dis, parce qu'ils vont écouter en différé, merci à ceux qui écoutent en différé, parce que bah, c'est gratifiant de savoir que voilà, ça tombe pas à l'eau, puis que ça demeurera. Et puis, bah, que tous ceux qui détectent des bêtises dans ce que je raconte, les notent dans les commentaires. Je suis d'une humilité prête à recevoir tout toutes les observations qui permettent de redresser mes petites, mes moyennes ou mes grosses erreurs. Je ne fais pas, je ne suis pas un professeur infaillible, je suis simplement un amoureux du Picard.